gentlemen, dear participants, I'd like to express my gratitude for your presence and active engagement during these 2 days of the 10th meeting of the Roundtable on Financing Water. These 2 days have been very rich in debates and exchange of ideas on bold solutions and concrete actions to tackle the huge investment deficit in water security in Africa. Your ideas have been extremely relevant and useful for making concrete progress on investments in water on the continent. Around 100 participants in person and some 200 online from all over Africa and other parts of the world took part in this regional meeting on Africa. It brought together a diverse range of stakeholders from the water and finance communities, from the public and private sectors, including representatives of governments, water utilities, regulators, civil society, international organizations, development banks, commercial banks, investment banks, NGOs, and so on. Impressive. The 6 sessions, the 2-side events, and the diverse meetings and bilateral discussions have led to many concrete ideas, and I hope will lead to many concrete outcomes. This is very timely. So I'd like to introduce a new guest. I will do it in French. Donc, Monsieur Antoine Kofi Dia est le directeur de cabinet adjoint du ministre des Eaux et Forêts. Il représente le ministre des Eaux et Forêts. Il est ingénieur des mines de formation, hydrogéologue et hydrolécien. Donc, Monsieur Kofi Dia, selon vous, quelles sont les actions clés à mener pour augmenter significativement les investissements dans l'eau et accélérer l'atteinte de l'ODD 6? Quelle est la vision de la Côte d'Ivoire sur cette question? Merci Madame pour votre question. Bonsoir Messieurs, bonsoir Mesdames, bonsoir Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais excuser Son Excellence Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba, qui a eu un conflit de calendrier, donc il n'a pas pu venir. Il m'a donc désigné pour le représenter. Concernant votre question, je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je voudrais d'abord dire que nous nous réjouissons au niveau du gouvernement du fait que l'OCDE ait choisi la Côte d'Ivoire et Abidjan pour la 10e table ronde. Pour accélérer donc les investissements, dans un premier temps, ce que nous avons voulu faire, c'est d'apurer le cadre institutionnel. Et c'est ce qui nous a amené à rédiger un nouveau code de l'eau qui a été adopté à l'Assemblée nationale et vient d'être adopté au niveau du Sénat. Donc les 2 chambres ont donc adopté et bientôt ce code-là sera promulgué. Et à l'intérieur de ce code, il y a un cadre réglementaire qui a été assaini et nous avons créé beaucoup de structures. Nous avons créé des agences de bassin, nous avons créé des différents fonds qui vont permettre d'attirer les investissements, de sécuriser ces investissements-là pour nous permettre de financer le long retard en ce qui concerne les infrastructures hydrauliques, en ce qui concerne les barrages, parce que, comme vous devez le savoir, notre mission au niveau des eaux et forêts est de mettre à la disposition des utilisateurs, je dis bien des utilisateurs parce que c'est tous les utilisateurs, que ce soit dans l'agriculture, dans l'aquaculture, dans l'hydraulique humaine, nous avons le devoir de mettre à disposition de l'eau saine et de qualité et en quantité. Donc nous avons besoin de faire de la mobilisation de ressources à travers des barrages, à travers des équipements hydrauliques pour nous permettre de satisfaire tout le monde. Mais pour cela, il faut sécuriser les investissements qui doivent arriver. Parce que s'il n'y a pas un cadre institutionnel assaini, les investisseurs seront méfiants. Donc pour nous, c'est vrai, nous voulons atteindre l'ODD 6, nous voulons appliquer la vision africaine de l'eau, nous voulons tout ça, mais pour moi, la base, c'est le cadre institutionnel assaini. Voilà un peu ce que je peux répondre, madame. Merci pour cette intervention. On est très heureux que la 10e réunion de la table ronde ait eu lieu en Côte d'Ivoire et à Abidjan.
Et votre point sur le cadre institutionnel assaini comme condition pour attirer les investissements, c'est un point qui a été répété à plusieurs reprises pendant ces 2 jours, donc merci de le réitérer. So now I would like to pass the floor to Mr. Amin Idriss Adoum, Director Infrastructure, Industrialization and Trade at Auda Nepad. Mr. Adoum, could you please share with us your key takeaways from these 2 days of roundtable meeting? Je vous remercie. Je vais parler en français pour Monsieur Kofi Dia, vu qu'il n'a pas le casque, mais j'imagine vous parlez anglais aussi. Et puis on est en Côte d'Ivoire. Donc voilà. La langue officielle. Voilà. En fait, pour nous, je vais rapidement dire deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est celui des infrastructures transfrontalières, spécialement dans le secteur de l'eau. Nous avons identifié 15 projets, je vous en avais parlé hier, les 15 projets qui font partie de la 2e génération du PILA. Nous avons conduit des études de préfaisabilité, voire des études de faisabilité pour certains de ces projets. Mais tous ces projets ont un point commun, d'une part l'absence d'un cadre de dialogue entre les pays et les parties prenantes, afin de bâtir justement un consensus pour leur mise en œuvre, d'une part, et puis d'autre part, l'absence ou plutôt l'incapacité des organisations mandatées pour conduire les projets à terme. Et ça, c'est important parce que nous travaillons dans ça. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir, on a par exemple le barrage multi-usage de Numbiel, par exemple, entre le Ghana et le Burkina Faso, qui est bloqué en ce moment, faute d'accord politique, par exemple. Il y a le barrage multi-usage de Angololo, dont nous avions parlé hier, entre le Kenya et l'Ouganda. Nous l'avons présenté, et la situation est la suivante. Les États parties doivent s'entendre sur un protocole d'accord et puis l'approuver, afin de permettre justement aux organisations mandatées de continuer le travail. Il y a aussi le barrage sur le fleuve Dawa, entre la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, qui est en souffrance, faute d'un accord clair entre les États parties. Il y a encore, je cite, le barrage MVD entre l'Afrique du Sud et la Namibie, qui est en souffrance aussi, faute d'un accord technique, justement, à cause des spécificités environnementales liées au projet entre les 2 pays. Il y a enfin un autre, même pas enfin, la liste est bien plus longue, le projet d'utilisation de l'énergie solaire pour extraire des eaux souterraines dans des puits pastoraux dans la région ouest de la plaine de Jafar, donc entre la Tunisie et la Libye, et qui a dû être mis en stand-by aussi, faute d'un accord, mais aussi à cause des questions de sécurité. Donc vous voyez bien que la liste est longue. Alors pour nous, à Auda Nepad, ceci représente un vrai problème et un véritable frein pour la mise en œuvre effective des projets liés justement au secteur de l'eau en Afrique. Donc ça va au-delà de simples questions de financement, parce que tant que des accords clairs ne sont pas trouvés entre les États parties, eh bien, on aura beau discuter, parler de financement, je ne pense pas que nous pourrions aller plus loin. C'est pour cette raison que nous vous lançons une invitation ici à toutes les parties prenantes, tous les participants, de travailler avec nous dans le cadre d'une expérience, d'une initiative que nous lançons justement en direction de ces différents pays et de ces différentes régions pour pouvoir soutenir les 2 points que j'avais évoqués plus tôt. Premièrement, accélérer nos actions pour pouvoir les aider à aboutir à des accords politiques, d'une part, et aussi renforcer les capacités des organisations régionales mandatées pour qu'elles puissent justement travailler avec les États parties pour non seulement accélérer la réalisation des accords politiques, mais aussi ce qui reste comme études techniques et éventuellement parvenir au bouclage financier. Pour nous, c'est important parce que en ce moment, je vous avais dit, je vais conclure ici,
Le PIDA, c'est 23% des projets du PIDA 2, la deuxième génération, sont des projets liés à l'eau. Et ils sont 15 pour une valeur totale d'environ 12 milliards de dollars. Et nous devons les réaliser d'ici 2023. Et pour pouvoir justement obtenir des financements, ou plutôt aider les États partis à obtenir des financements pour ces projets, il va falloir nécessairement régler justement les contentieux ou la question de l'absence d'accord qui permettent aux États membres de se mettre d'accord et d'avoir le cadre institutionnel adéquat pour pouvoir avancer ensemble et bien sûr réaliser donc cet objectif d'intégration régionale et puis de solidarité qui peut s'exprimer justement par le partage des ressources en eau. Donc voilà ce que je voulais dire comme conclusion à cette table ronde sur le financement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Adoum, pour cet appel concernant les nombreux projets transfrontaliers bloqués faute d'accords politiques et de capacité des organisations mandatées. Et donc cet appel a lancé une initiative pour les aider à aboutir à un accord politique et pour soutenir ces organisations. Merci donc pour ces mots. I would now like to give the floor to Muchera Shiwa, coordinator of the African Water Facility and co-convener of the roundtable meeting. What are your key takeaways from these 2 days of meetings, and how can we make sure that the main recommendations that will the main outcomes of the roundtable meeting are actually implemented, and there's a legacy of the roundtable meeting? Thank you very much, Aude, and once again, thanks to the organizers, the teams that worked, to organize this event, from the OECD, from the African Development Bank, and other partners, and also, the presence of the participants. I think the 2 days have been rich, as you said earlier. There's been a lot of discussion around how to accelerate and scale up financing for water in Africa. And it's difficult to get takeaways because I think the recommendations are diverse and many, and I think there's consensus around certain issues. What I basically observed is that a lot of the areas that were discussed on how to scale up financing are not entirely new to the majority of us. These are things that we've heard, but get re-emphasized, and as you said, how do we put them into action? So for me, it's clearly around particular issues: governance, first of all, regulatory frameworks. How do we ensure that our regulatory frameworks actually incentivize investments, from both public and private? How do we improve institutional arrangements at a national level to improve governance of both water and sanitation? Recommendations around having one central institution coordinating both, rather than having a fragmented approach. How do we strengthen utilities to become more financially viable so that they are able to attract financing, but also to allow them mandate also to invest in sanitation, not just water supply. So at a governance level, regulatory and institutional. But there's also issues around planning. How do we ensure that we have programs that address priority investments to have the bigger impact on the people who are not serviced? We know the numbers. We're nowhere near getting to the SDGs. The investment levels are declining. ODA is declining. So what? So I think we need to think or take out recommendations that can be implemented at national level to help programming and planning and having a clear investment portfolio of priority investments on projects, and identifying opportunities for private sector, but also public sector, but also mobilizing resources from climate funds. How can we better align our investment projects in the sector to access the huge climate and green funds out there? But also, how do we empower national development banks and regional banks to have water as one of the priority areas for them to invest in, but also mobilize support from MDBs and DFIs to support them. So
This is really at the planning and financing level. But also, downstream is about the pricing of water. So at the end of the day, we need to make sure that pricing is affordable to the population, but also at a price that helps to recover costs for long-term sustainability. Because we have heard numbers of unaccounted for water losses in a number of the utilities. So new investments alone will not deal with the problem. We also need to secure what is already there. So I think these are some of the key takeaways that I thought about. Now, in terms of how do we action them or ensure that the outcomes are actionable, I think at the end of this, obviously the organizers will produce an outcomes report or with the key recommendations. I think it's the onus is on each one of us who has access to that report to formulate a plan to put them into action. For us as the African Development Bank and the Africa Water Facility, we will use those outcomes for continuous engagement because, like I said, there are actions to be taken at policy level. In our engagement with our member countries and partners, we need to see how we can support specific actions at the policy level, but also at the project and financing level, based on the recommendations that are coming out of the report. So we will use those outputs to engage in our strategic dialogue, but also in the projects that we're supporting to ensure that we are building in or embedding these recommendations that have come out of here. And I would say it's always good to evaluate. Maybe when we have the next financing roundtable on water in Africa, we must look back at what achievements or results have come out of this one. Thank you. Thank you very much, Muchera. I agree that there's a need to re-emphasize some messages that are not well heard and implemented. I think there were also very new messages during this meeting, particularly the new evidence that economies, including high-income economies, are dependent on water from Africa, and also this question of water risks and implication for financial institutions. The awareness until now of the financial implication was almost non-existent, and now it's starting to change. So I think there will be a lot of changes on that ground. So now I would like to invite Walid Weslati, head of the Climate, Biodiversity and Water Division of the OECD Environment Directorate, and also co-convener of the Roundtable on Financing Water, to share with us his key lessons learned and his key takeaways from the Roundtable meeting and his vision of how to ensure the legacy of the Roundtable and our main policy recommendations are heard. Merci beaucoup, Aude. Je vais m'exprimer en français, si vous permettez. D'une manière inhabituelle, je vais commencer par les remerciements. D'habitude, on laisse les remerciements à la fin. Moi, je tenais à le faire avant de vous donner ma lecture ou les principaux enseignements que j'ai pu retenir et aussi partager avec vous quelques réflexions. Mes remerciements vont tout d'abord à vous tous, les participants à cette table ronde, que ce soit en personne ici dans la salle ou plusieurs qui sont en ligne. Et je voudrais juste vous dire qu'on a atteint un record pour les tables rondes, ça c'est la 10e, on a atteint un record en termes de nombre de participants. Et j'avoue que de notre côté, on ne s'attendait pas à ça. Donc merci beaucoup de votre participation active dans ces discussions et nous espérons vous revoir dans les prochaines tables rondes qu'on organiseront sur le financement de l'eau. Mes remerciements vont aussi à notre partenariat avec la Banque africaine de développement, nos collègues qui étaient vraiment très actifs, très vigilants sur l'organisation de cet événement. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au gouvernement du Côte d'Ivoire qui nous a accueillis avec la présence du représentant du gouvernement en la personne du ministre de l'hydraulique et des affaires de l'eau et vous-même, monsieur. Donc c'est vraiment très
très gentil de votre part d'abord de nous faire part de votre présence. Mes remerciements vont aussi à mes collègues à l'OCDE, Aude et Christine, qui étaient la cheville ouvrière de toute cette organisation. C'est des heures et des heures de travail pour nous façonner cet agenda et nous donner en fait matière à discuter et surtout à trouver les acteurs principaux de la question de l'eau. Et enfin, je voudrais remercier tous ceux qui sont à l'ombre en train de nous aider. On ne les voit pas, mais il y en a beaucoup autour de nous, que ce soit en ligne pour faciliter cette réunion hybride, mais aussi ceux qui sont là, les techniciens, et surtout ceux qui font l'interprétation. Merci beaucoup à vous, là-bas, pour la qualité de votre traduction. Je vous demande d'applaudir tout ce monde-là qui était... Et désolé si j'ai oublié quelqu'un. Sans doute j'ai oublié quelqu'un, mais désolé par avance. Là, je vais maintenant à mes réflexions. Durant cette discussion, que j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention, parce que j'avais deux critères dans ma tête, c'est de voir comment on a répondu à la question du financement de l'eau, identifier les besoins, mais aussi j'avais un autre critère de voir quelles sont les spécificités du contexte africain, parce que la table ronde, c'est le financement de l'eau en Afrique. C'était mes grands prismes, si j'ose dire, pour un peu comprendre les discussions. Donc il y a trois mots qui ont façonné la discussion. C'est d'abord la notion du risque, on en a parlé beaucoup, la notion du rendement, return, ça je l'ai entendu tout le temps, c'est classique quand on parle d'investissement, c'est le couple risque-rendement, mais aussi il s'agissait beaucoup de régulation, de politique publique. Donc en fait, c'est les trois R de notre discussion. J'avoue qu'en réfléchissant sur cette conclusion, je ne voulais pas faire un compte-rendu de toutes les discussions, ça serait hors de mes capacités et surtout du temps qui m'est imparti, mais je voulais partager avec vous 4 points que je pense importants. Beaucoup de participants ont souligné la nécessité d'accompagner l'investissement dans le secteur de l'eau, la production de l'eau, mais aussi l'assainissement, par des réformes politiques. J'ai entendu à plusieurs reprises le mot « une approche holistique ». Et j'avoue que c'est fondamental quand il s'agit de traiter la question dans le contexte africain. Une approche politique holistique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de se focaliser uniquement sur la question d'investissement dans des projets liés à l'eau, il faut interroger tous les secteurs de l'économie, parce que quel que soit le secteur d'énergie, d'industrie, résidentielle, sont des utilisateurs de l'eau. Mais avant d'utiliser l'eau, il y a quelqu'un quelque part qui a cheminé l'eau, qui a produit l'eau. Donc l'eau a une valeur qui dépasse celle de sa valeur marchande, sans doute, et il faudrait qu'au niveau de la politique gouvernementale, qu'une approche holistique soit considérée. Il y a des arbitrages, évidemment, qui ont été soulignés par pas mal d'intervenants. Beaucoup aussi ont insisté à cette association ou partenariat entre le public et le privé, sans vraiment beaucoup d'approfondissement, parce que je l'ai entendu beaucoup, mais je ne voyais pas, notamment quand il s'agit du secteur d'assainissement, comment le secteur privé peut être approfondi. Il y avait des exemples qui ont été cités par quelques interventions, je ne vais pas nommer parce que j'avais listé, mais qui me semblent très importants en termes de comparaison ou de benchmarking entre les pays, pour montrer les expériences des uns et des autres. Le deuxième point que je voulais souligner, qui a été souligné par pas mal d'intervenants en fait, c'est questionner le système économique mondial par rapport à la question de l'eau. Et j'avoue que j'ai retrouvé des débats qu'on trouve dans d'autres domaines de la biodiversité et du climat, aussi présents dans vos discussions sur la question de l'eau. Donc, j'ai pu apercevoir une pensée critique sur le système économique mondial. Et j'avoue qu'elle est légitime, cette question.
il y en a ce matin un intervenant qui a souligné l'eau incorporée dans les produits dans le commerce international. Ben évidemment, ça c'est une question qu'on devrait se poser parce que beaucoup de biens et de produits qu'on est en train de commercialiser sont produits à travers une exploitation parfois un peu faussée des ressources en eau. Je vais vous citer ici un exemple pour un peu illustrer le propos. La Tunisie a vécu ces dernières années, 5-6 ans, une sécheresse aiguë, où le pays, à 80%, vit de son eau souterraine, en fait. Hein, donc c'est une exploitation assez importante. Au point que depuis 2 ans, le pays fait des restrictions, notamment pour les ménages, quant à l'utilisation de l'eau. Donc 4 heures par jour. Vous avez l'eau dans votre appartement ou votre maison 4 heures par jour. Et que c'était vraiment un bouleversement économique très important. Mais en même temps, la Tunisie, elle a un secteur très intensif en consommation d'eau, le secteur touristique. Donc, alors que vous trouvez que la majorité de la population a une restriction d'eau, en même temps, des touristes qui viennent en Tunisie apprécier les paysages et le littoral en bénéficiant de piscines et de gazons très verts à disposition à 45 degrés. À 45 degrés, on arrose les pelouses pour que le touriste trouve un paysage vert. Voilà une question qui est d'ordre moral et éthique qui se pose en fait. C'est aussi ça l'interrogation sur le principe des avantages comparatifs en disant je gagne beaucoup d'argent en vendant de tourisme, mais quand il s'agit d'eau, c'est très difficile. Et je dirais que l'eau ou la sécurité d'eau, comme beaucoup l'ont signalé, ce n'est pas un vain concept. La sécurité d'eau, c'est la paix sociale aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que s'il y a une insécurité quant à la disponibilité de l'eau, on aura de l'insécurité sur l'alimentaire, on aura aussi des troubles sociaux et de l'instabilité qui peut s'installer. À tous les bons entendeurs de ce message. 3e point, et je sens que je commence à être lent, mais excusez-moi, parce que c'est vraiment passionnant comme sujet. Le système financier, il y a beaucoup qui ont parlé de la réforme des banques multilatérales de développement, des banques aussi nationales, et la nécessité d'investir davantage, qui est tout à fait légitime et qui revient. Il y en a aussi une discussion sur le rôle des banques centrales et l'appréciation du risque lié à l'eau, la matérialité de risque lié à l'eau. Et j'avoue que ça aussi, c'est un sujet très important, notamment dans le contexte africain ou le contexte mondial. Vous savez, les régulateurs du système financier, à savoir les banques centrales, c'est elles qui fixent le taux d'intérêt. C'est un paramètre clé dans toutes les économies, parce que c'est le prix de l'argent, c'est le loyer de l'argent. Et quand on est dans un contexte inflationniste, on se laisse à des tentations de laisser les taux d'intérêt s'envoler, ben ça veut dire qu'il y aura un coût énorme du capital qui sera investi, qui sera mobilisé. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Et il y a un intervenant qui a souligné un point, à mon avis, important. Il faut changer de narrative quand il s'agit de système financier. Car le système financier, il doit adopter la question de l'investissement dans l'eau à travers les efforts d'adaptation au changement climatique, mais aussi à travers les efforts d'atténuation des émissions. 4e point, et là je vais terminer, la question du temps. Là, on a parlé d'un bien public. Certes, l'eau, c'est un bien public et que nous avons besoin de le protéger, pas que pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Il ne faut jamais oublier que nous tous, on se réfère au objectif de développement durable numéro 6, SDG 6, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est le mot qui a été utilisé le plus fréquemment par tous les intervenants. Rappelez-vous que le développement durable, c'est rencontrer les besoins des générations présentes tout en se souciant des besoins des générations futures. Car à chaque fois où on surexploite les ressources en eau, notamment les ressources souterraines, c'est une privation qu'on fait pour les générations futures, pour lesquelles on a un devoir moral et éthique. N'oubliez jamais ça. Voilà, j'ai fini mes réflexions là-dessus.
Je voudrais dire juste que la semaine prochaine, beaucoup de délégations à travers le monde vont aller à Dubaï pour la COP 28. C'est une négociation. On va parler beaucoup de réduction des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est virtuel parce que personne ne les voit. Par contre, tout le monde a en tête les implications du changement climatique dû à ces gaz à effet de serre d'origine anthropique, n'est-ce pas? Ces images de changement climatique, ces implications, ces conséquences réelles vécues au quotidien, la plupart, ils ont un lien avec l'eau. L'eau est vraiment fondamentale sur la question du changement climatique. Les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, tous ces événements extrêmes qui coûtent trop cher montrent que l'inaction en matière climatique, elle se paye à travers l'eau sur les activités économiques d'une manière générale. D'où la nécessité d'agir pour le climat afin d'agir pour l'eau. Nous sommes tous dans une course contre le temps, car le changement climatique ne nous attend pas. C'est un phénomène de stock. On a accumulé pas mal de gaz à effet de serre. Donc les implications seront là et ils vont s'accroître. Et dans cette course, il n'y a pas place à des coureurs qui trichent ou coureurs qui sont très longs. Merci de votre attention. Merci beaucoup Walid pour ces remarques très inspirantes. Merci d'avoir rappelé, comme l'avait fait le ministre de l'eau du Sénégal hier, que sans investissement dans l'eau, il n'y aura pas d'économie durable. Et donc qu'une grande partie de la solution se trouve dans le dialogue avec les autres secteurs de l'économie. Et c'est peut-être une orientation pour le futur de la table ronde sur le financement de l'eau. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des discussions avec les autres secteurs de l'économie, notamment ceux à forte consommation d'eau? Merci aussi de nous avoir permis de prendre de la hauteur par rapport à cette question de financement de l'eau et avec le questionnement du système économique mondial, du système financier international, les sujets de matérialité et tous les sujets évoqués. Un mot de conclusion en anglais. So, looking ahead, the roundtable meeting, we hope will make a major contribution to the African agenda on water and the global agenda on water, at least we hope, let's see. We hope that the main outcomes and recommendations will be a source of inspiration for governments, for water utilities, investors, DFIs, regional national development banks, potentially the African Union Commission in its endeavor to develop the Africa Water Vision beyond 2025. The main outcomes will be shared and discussed at COP28. The 10th World Water Forum in Bali will also be an opportunity to share messages and recommendations. So the roundtable on financing water will continue. We are exploring opportunities for regional and thematic meetings in 2024 and beyond. This includes potentially a regional meeting on Eastern Europe around, let's say, Q2, around June 2024. And a thematic meeting on Islamic finance with the Islamic Development Bank around the end of the year 2024 or beginning of the year 2025. A thematic meeting also on corporate or private finance could be also an option in the coming months or years. So thank you again. Your active participation has been key in making this event a success. We look forward to your involvement in future discussions, so stay tuned. And we look forward to keeping in touch with most of you and to the many opportunities of partnerships and collaboration that lie ahead. Thank you very much.